Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de vascularite du système nerveux central et comme vous allez le voir, le plus difficile est souvent de faire le diagnostic de ces localisations assez exceptionnelles de la vascularite. Alors il y a deux situations globales. La première, c'est que l'atteinte du système nerveux central, qui est donc le cerveau essentiellement et la moelle, eh bien, est isolée. Il n'y a rien d'autre. Et donc c'est très compliqué de faire ce diagnostic puisque le cerveau n'est pas très accessible aux divers examens que vous imaginez bien sûr, hors scanner et IRM. Et puis la seconde situation, c'est que l'on a déjà une vascularite diagnostiquée et apparaît une atteinte cérébrale. Et la question que va se poser le clinicien, c'est de savoir si cette atteinte cérébrale est due à la vascularite ou si c'est dû à autre chose, infection par exemple, ou complication d'un traitement. Donc les atteintes cérébrales des vascularites ne sont malheureusement pas spécifiques. Donc on va avoir tous les symptômes possibles. Nous sommes dans le système nerveux central, donc on peut voir des atteintes de type crise d'épilepsie, paralysie des nerfs crâniens, accident vasculaire cérébral, tout simplement des maux de tête, mais des maux de tête un peu inhabituels, un syndrome confusionnel qui traduit une encéphalopathie, et puis parfois même des tableaux de démence. Contrairement à ce qu'on pense, tout ça n'est pas aigu. Il y a à la fois des formes chroniques et il y a des formes aiguës, et on peut passer bien sûr de l'un à l'autre. Ce qu'il est important de faire, c'est de discuter l'intérêt de la ponction lombaire, donc de l'étude du système nerveux central par cette ponction lombaire. Donc on peut voir ici sur cette diapositive, vous avez SE pour la sensibilité, SP pour la spécificité. Vous voyez que la ponction lombaire, ça n'a qu'une sensibilité d'environ 50%. De même pour le scanner, qui n'est pas un examen extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'IRM. Et l'IRM peut montrer des infarctus cérébraux, des saignements, des anomalies de prise de contraste. Et ça, c'est un examen très sensible, mais qui n'est pas spécifique, puisqu'on trouve ce type d'image dans beaucoup d'autres maladies. Mais par contre, si vous combinez la ponction lombaire et l'IRM, ici vous avez beaucoup plus d'éléments, puisque quelqu'un qui a une IRM normale et un liquide céphalorachidien normal n'a pas de vascularite du système nerveux central. Donc ces éléments négatifs ont donc beaucoup d'intérêt. Alors je vais vous montrer quelques images. Alors vous les voyez ici, vous avez avec les flèches rouges la prise de contraste à la périphérie sur les méninges. Et on sait que par exemple dans la granulomatose avec polyangite ou maladie de Wegener, il y a ce qu'on appelle des pachyméningites qui sont un épaississement des méninges. Donc ça se voit très bien sur une IRM standard. Voici une autre image avec des petites taches qu'on appelle des microblids, mais on ne va pas entrer dans le détail, et on en verra d'autres. Et puis il y a plusieurs séquences dans l'IRM, je ne vais pas entrer dans le détail de ces séquences, mais quand on combine l'IRM avec ces diverses séquences de contraste, et qu'on la compare avec par exemple une artériographie qu'on fait souvent après l'IRM, eh bien on va avoir beaucoup d'éléments qui vont permettre de discuter. Alors je vais vous montrer par exemple ici des images simples en diffusion et vous voyez qu'il y a selon les séquences, la séquence 2 par exemple, qui est un contraste blanc sur noir, eh bien ça se retrouve dans une image colorée avec bleu sur un fond plutôt rouge. Donc il y a beaucoup de techniques radiologiques qui vont permettre de discuter s'il y a telle ou telle anomalie de la vascularisation du cerveau, puisque le but c'est quand même ça. Et puis on combine aussi cet IRM avec ce qu'on appelle l'angio-IRM, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas que le parenchyme cérébral, mais on regarde également les artères qui vont au cerveau. Et vous avez sur cette image, vous le voyez, les principaux vaisseaux du cerveau, et vous pouvez repérer d'ailleurs, avec une petite flèche blanche, c'est mentionné, un rétrécissement d'une des artères assez grosses du cerveau. Alors cette image est belle, elle est spectaculaire, elle est malheureusement assez rare. Elle est assez rare parce que la vascularite primitive du système nerveux central
Et la plupart des vascularites secondaires sont des vascularites qui vont toucher des vaisseaux plus petits que ceux que je décris ici. Et c'est pour ça que l'artériographie a beaucoup d'intérêt, parce qu'elle va vous montrer les toutes petites artères, les petites artérioles, et dans leur distalité. Alors on les a mentionnées ici avec des flèches à la fois rouges et noires, où vous pouvez distinguer de tout petits rétrécissements de ces artères. Ça peut paraître banal quand on regarde rapidement les clichés, mais bien entendu, ça ne l'est pas. Ce sont des signes de vascularite cérébrale. Alors ce sont les mêmes images avec un meilleur agrandissement. Vous pouvez voir, là où il y a quelques flèches, les irrégularités de calibre. Alors, les irrégularités de calibre, on peut dire aussi, ça n'est pas nécessairement de l'inflammation du vaisseau. Ça pourrait être de l'athérosclérose, tout simplement, sur les vaisseaux. Mais cette athérosclérose, elle se voit plutôt sur des vaisseaux un peu plus gros que sur ces tout petits vaisseaux distaux. Et donc de telles images ont quand même un grand intérêt. Et puis on peut voir des thromboses, c'est-à-dire le petit vaisseau, avec son inflammation, a conduit à l'obstruction. Et bien entendu, sur le plan clinique, une obstruction d'un vaisseau va avoir pour conséquence un accident dit vasculaire. Et le dernier moyen de faire le diagnostic, c'est de faire une biopsie cérébrale. Alors la biopsie cérébrale, ça n'est quand même pas aussi simple que ça. Donc on y va en dernier recours. Et on va donc entrer maintenant un peu plus dans le détail de quelques vascularites cérébrales que l'on peut observer. Alors, deux cadres, je vous l'ai dit, l'atteinte cérébrale isolée, on va en parler ensuite, et puis l'atteinte cérébrale de vascularite dans une autre vascularite déjà connue avec d'autres localisations que vous connaissez, le cœur, le poumon, les nerfs, les muscles, enfin, tout ce que l'on peut imaginer. Alors là, vous avez des chiffres. Ça n'est pas très fréquent. PAN, 3%. Il y a marqué 3 à 38%, mais 38% sont des séries totalement biaisées venant de services de neurologie, donc retenez 3% comme un chiffre assez plausible. La polyangine microscopique, 10% environ de patients. Dans la GPA, maladie de Wegener, 2 à 18% d'atteinte cérébrale. Et dans le Sturge-Strauss, 6 à 25%. Donc ce sont des manifestations rares de maladies vasculaires inflammatoires, elles-mêmes très rares. D'où la difficulté de les reconnaître et d'en faire le diagnostic, puisque quand on fait un diagnostic, c'est bien entendu pour induire un traitement. Alors voici par exemple quelques types d'images que l'on peut observer. Vous avez sur ce cliché, je montre avec une flèche, ici des dilatations vasculaires. C'est une périartérite noueuse du cerveau. C'est très rare, j'en ai vu vraiment très peu. Ça vient de la littérature, ce n'est pas un malade personnel, ce sont des irrégularités avec ces dilatations des vaisseaux, et c'était dans le cadre d'une vascularite, mais associée au virus du sida. C'est rare, mais c'est observé, ça a été publié il y a déjà quelques années. Et puis, bon, je vous avais déjà montré toutes ces images, mais tout est essentiel, et surtout de faire le diagnostic différentiel. Parce que si la vascularite est rare au niveau du cerveau, il y a des maladies, elles, très fréquentes dans le cerveau. Et il faut savoir quand on a affaire à une maladie vasculaire inflammatoire ou lorsqu'on a affaire à autre chose. Alors par exemple, dans le diagnostic différentiel, vous avez les embolies artérielles. Vous avez l'athéromatose cérébrale, l'artérosclérose, ça c'est très fréquent. Vous avez des spasmes, et les spasmes du cerveau, ça peut donner des signes tout à fait comparables, et il y a deux exemples que je vous donnerai ensuite. Et puis de temps en temps, il y a la dissection des vaisseaux, et puis quelques maladies plus exceptionnelles en France, mais que l'on voit dans la partie non métropolitaine de la France, la drépanocytose par exemple, qui sont des maladies de l'hémoglobine, où là on a des atteintes cérébrales qui ne sont pas des vascularites, mais qui peuvent donner des signes qui pourraient nous confondre. Alors, voici par exemple une maladie tout à fait bénigne qui s'appelle l'angiopathie. Angiopathie ou vascularite, c'est vasculopathie, c'est une atteinte des vaisseaux, bénigne du système nerveux central. Alors, ce sont des malades qui se plaignent d'épouvantables maux de tête, mais il n'y a pas d'hémorragie ménagée, on pense à ça immédiatement parce que ça fait très mal à la tête.
Parfois, ils ont des déficits. Et puis, on constate que ce sont soit des femmes enceintes, soit des malades qui ont de l'hypertension artérielle, soit des patients qui se sont drogués. Et puis, on ne fait rien. On normalise la tension quand elle est élevée. On attend et tout rentre dans l'ordre en 3 mois. Et généralement, il n'y a pas de séquelles. Donc, ça s'appelle l'angiopathie bénigne. Mais c'est un diagnostic différentiel. Voici un autre syndrome très proche, qui est la vasoconstriction réversible du système nerveux central. C'est-à-dire que c'est à peu près pareil. Et là, il y a parfois des saignements au niveau de la corticale, des dissections de vaisseaux. Et puis, il y a une récupération plus ou moins rapide, plus ou moins bonne et plus ou moins complète. Et les chiffres sont mentionnés sur cette plaque. Donc, c'est encore quelque chose de différent de la vascularite. Et voilà un cas qu'on a observé qui est au cours d'un lupus. Alors, le lupus, c'est une maladie dont tout le monde a entendu parler ici, qui donne rarement des atteintes cérébrales de ce type, mais là, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études ni de certificats de radiologie pour voir ces immenses, ces très nombreuses dilatations cérébrales qui sont dues à une vascularite inflammatoire, mais secondaire à un lupus, ce n'est pas une vascularite primitive, avec pour conséquence malheureuse la rupture d'un de ces anévrismes, l'hémorragie cérébrale et le décès de la patiente. Donc, vous comprenez bien que le diagnostic d'atteinte cérébrale d'une vascularite, c'est d'abord d'écarter toutes les autres causes d'atteinte cérébrale que l'on peut rencontrer. Et ça suppose de faire pas mal d'examens. Donc on ne se contente pas de rechercher, comme dans toutes les vascularites, des encas. Là, on recherche tout. On recherche des microbes, on recherche des anomalies de l'hémoglobine, on fait un examen clinique complet, donc difficile. Et si on a bien fait ce travail, si on a écarté toutes les autres maladies générales qui pouvaient donner une atteinte cérébrale, on va tomber dans le cadre très restreint de ce qu'on appelle l'angéite primitive du système nerveux central. Alors là, c'est le vocable anglo-saxon, mais c'est la même chose en français. Il y a des synonymes, parce que sur le plan histologique, on va souvent trouver ce qu'on appelle des granulomes, donc on dit aussi que ce sont des vascularites granulomateuses, comme le Wegener peut être granulomateux par exemple, mais c'est pas tout à fait pareil. Alors c'est très rare, vous voyez la statistique américaine, un peu plus de 2 malades par an et par million d'habitants. Donc on est quand même, on rencontre pas ça tous les matins. Mais on en rencontre, moi j'en vois un certain nombre très régulièrement, on nous les envoie, donc c'est pour ça qu'on fait ce diagnostic, mais ça existe, c'est pas une vue de l'esprit. Alors les critères ont été définis par des collègues américains qui donnent un déficit neurologique récent, et récent c'est quand même 6 mois, parfois même plus de 6 mois. Donc ça n'est pas une maladie suraiguë. C'est pas comme l'hémorragie alvéolaire dans une vascularite. C'est quelque chose qui va prendre un peu de temps à s'installer. Et puis surtout, on a ce déficit neurologique et on ne sait pas pourquoi il apparaît. Donc les examens complémentaires sont pendant un certain temps normaux. Et puis il y a un deuxième critère important, c'est l'atteinte artérielle cérébrale que vous avez vu précédemment, confirmée par angiographie et bien sûr la biopsie. Et puis on ne trouve rien à côté. Donc c'est le cerveau, la moelle et rien de plus. Ça a été publié. Voilà un des papiers de l'équipe française, du groupe français sur des vascularites, qui a étudié 52 malades. Et voici les quelques résultats que nous avons observés. Alors quand vous regardez ces résultats, vous voyez que bien sûr la majorité des signes, c'est le déficit central, neurologique, 80% des cas. Et puis quand vous allez dans le détail, il y a plein de choses. Il y a des accidents vasculaires, des crises d'épilepsie, mais il y a aussi des signes généraux. Ces patients maigris, ont un peu de fièvre de temps en temps, ne se sentent pas très bien, ils ont des troubles du langage. Et puis, ils ont surtout, et malheureusement ça peut laisser des séquelles, ils ont des troubles du comportement. Ces troubles du comportement, ici ça n'est que 1/3 des cas, mais ça peut être plus important, il y a aussi 25% d'atteinte psychiatrique, ce qui fait qu'ils peuvent être totalement orientés vers une mauvaise filière.
de soins. Ils vont aux urgences pour des troubles confusionnels, on leur donne des neuroleptiques, ils rentrent chez eux, puis récidivent, ils vont mieux, puis récidivent encore. Un jour, ils se trouvent en psychiatrie. Alors, heureusement, les psychiatres, souvent, savent très bien faire la différence entre quelque chose d'organique et quelque chose qui ne l'est pas. Et on aboutit à ce diagnostic après avoir fait une ponction lombaire et 65% d'anomalies et une IRM anormale, 100% des cas. Donc ça retombe sur ce que je vous ai dit. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut faire une biopsie cérébrale? Une biopsie cérébrale, c'est le seul moyen d'obtenir un diagnostic histologique et donc la preuve qu'il s'agit de cela. Eh bien, il faut le faire de temps en temps et peut-être même plus souvent que ce qu'on le fait en France. Vous voyez par exemple cette IRM publiée il y a quelques temps avec, et puis un autre cas qu'on a publié avec De Boisson. Quand vous voyez ça, vous dites tiens, une tumeur du cerveau. Pourquoi une tumeur du cerveau? Parce qu'il y a une petite masse tout arrondie, il y a une inflammation importante autour, un œdème, enfin, il y a de l'œdème, et quand on voit ça, on se dit c'est une métastase ou un truc comme ça. Et puis ce malade a été biopsié, c'était une vascularite, de forme dite pseudo-tumorale. Donc il ne faut pas avoir peur de faire de temps en temps des biopsies du cerveau. Et je pense que nos collègues sont un peu trop pusillanimes et ne proposent pas systématiquement cet examen. Alors je ne dis pas non plus qu'il faut le faire systématiquement, mais il faut savoir le faire quand il faut. Donc on fait une biopsie de la méninge, on traverse la méninge, puis ensuite on fait une biopsie du cerveau. Et si possible orientée par stéréotaxie dans la région où on a détecté une anomalie grâce à l'IRM, grâce à l'artériographie, grâce aussi aux signes cliniques. Il faut biopsier dans la région où il se passe quelque chose. Et puis on va trouver des images. Alors en général, ces images, c'est du granulome, c'est des lymphocytes. Vous avez ici une petite artère et c'est autour de la paroi de l'artère qu'il y a cette inflammation. Voici encore une image avec le vaisseau qui est au centre, qui est d'ailleurs en partie thrombosé, et puis l'inflammation qui est tout autour, qui elle n'est pas normale du tout. Voilà, et puis il y a des formes avec des méninges. Alors les atteintes méningées, c'est par contre assez fréquent. Ça, on en voit quand même très fréquemment. Quelqu'un qui a une maladie de Wegener, qui a mal à la tête de façon permanente, il faut lui faire une IRM pour rechercher une pachyméningite. C'est pas très grave, ça se soigne très bien, les médicaments marchent, mais enfin, c'est ce qu'il faut faire. Alors voici de superbes exemples de pachyméningite. Donc les pachyméningites, pachy c'est épais en grec, et méningite c'est les méninges. Et vous voyez que c'est donc les méninges, c'est ce qui entoure le cerveau, et vous voyez quelque chose qu'on ne doit pas avoir habituellement, qui est cette ligne blanche très épaisse tout autour du cerveau. Eh bien, cette pachyméningite, voilà, c'est ce qu'on observe dans, ici, une maladie de Wegener, donc une granulomatose avec polyangéite. Voilà, je propose peut-être qu'on en reste là pour la première partie, et puis après, je vais vous présenter un cas clinique.